Super, très bien, merci Fanny. Bonjour à tous. Il faut savoir qu'on ne vous voit pas, donc on aura un peu le sentiment de faire un monologue en vous présentant cette présentation, mais on est très content d'avoir cette opportunité-là. Merci à l'ITA. Et en intro, peut-être vous dire qu'on a choisi l'ITA pour plein de bonnes raisons, parce qu'effectivement, c'est une plateforme qui est engagée sur la transition écologique, sur la transition sociétale, et qu'en plus, on s'est rendu compte a posteriori de nos discussions que certains membres de l'ITA étaient déjà clients Gaïa. Donc, on s'est dit que c'était un parfait match entre Gaïa et l'ITA pour démarrer ensemble ce projet de levée de fonds participative. Donc, avant de vous présenter Gaïa, je vais laisser Jacques se présenter et puis j'enchaînerai par la suite. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Jacques Bonneville, je suis ingénieur de formation. J'ai passé une grande partie de ma carrière dans l'automobile, puis dans le vélo électrique, entre autres chez Matra, il y a presque 20 ans maintenant. Et donc, j'ai créé une activité vélo électrique il y a quelques années. Je suis très investi dans le développement produit, l'innovation. Et donc, on a monté ce dossier, ce projet avec Amélie fin 2021. Et on a une très forte traction, mais ça, on vous en parlera un peu plus tard. Et du coup, de mon côté, Amélie Guichenet, donc moi, je suis le pendant de Jacques sur le reste de l'activité. J'ai fait mes classes en innovation produit dans des entreprises de biens de grande conso. Ensuite, j'ai passé 8 ans en conseil en stratégie et marketing, plutôt dans le monde des services. Et suite à ça, j'ai rejoint une scale-up d'une Exporti, donc une des pépites de la tech qui s'appelle Evaneos, où j'avais un rôle au COMEX. Et j'ai piloté une partie des équipes, notamment sur la partie B2C, sur toute une phase d'hypercroissance, avec au cours de cette expérience-là une levée de fonds à 80 millions, une expansion sur beaucoup de marchés, un gros investissement dans le produit digital. Et j'ai vécu aussi une phase d'hyper-décroissance avec l'année 2020 qui a sévèrement touché le secteur du tourisme dans lequel j'étais. Et donc, forcément, tout ce qui s'est passé avec l'année Covid, gestion de plan de crise, gestion de plan de relance. Donc, ça a contribué à forger mon expérience pro sur ces éléments-là. Et début 2021, j'ai quitté Evaneos. J'avais qu'une envie, c'était enfin de lancer mon projet entrepreneurial. Et c'est comme ça que l'histoire a démarré. J'étais maman d'un petit garçon qui avait 9 mois. Et je me suis posé cette question de fond, comment avoir de l'impact ici et maintenant dans la ville dans laquelle ce petit bonhomme est en train de grandir. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré beaucoup de gens et j'ai rencontré Jacques. Et Jacques, c'est le parfait match puisque nos compétences sont complètement complémentaires. Moi, je ne savais pas faire des vélos, mais par contre, j'avais les compétences pour lancer un business. Et Jacques, c'était la personne probablement la mieux équipée et la plus expérimentée sur le marché pour faire un joli produit adapté à nos utilisateurs. Et c'est ça qu'on va vous raconter aujourd'hui. Donc, la réflexion de base, elle est partie sur un premier constat. Le premier constat, c'est que quand on regarde la situation écologique, on se rend compte que la plus grosse case en termes d'émissions de GES, c'est la voiture. Et quand on regarde plus finement, on se rend compte qu'en fait, il y a une immense majorité des trajets domicile-travail de moins de 10 km, donc des trajets relativement courts qui sont encore faits en voiture. Quand on regarde certaines études, on sait qu'on a un potentiel de bascule vers le vélo qui est colossal. Mais il y a des freins. Il y a des freins qui sont assez conséquents et il y a notamment des freins qui sont liés à la peur du vol parce qu'on a un vélo qui est volé chaque minute en France. C'est colossal, j'ai bien dit chaque minute. Et il y a une forte appréhension en fait des gens à prendre le vélo en ville. Quand vous allez interroger les gens autour de vous, beaucoup vous diront j'adore faire du vélo en vacances, mais par contre quand il s'agit de me lancer en ville, c'est beaucoup plus complexe. Et cette peur-là, en fait, elle est surpondérée au sein de la population féminine. Donc, c'est un vrai frein pour se lancer et d'autant plus quand on veut emmener avec soi des êtres chers comme sa famille. Donc, ça a été un des points de départ de notre réflexion. Et quand on a regardé le marché du vélo électrique avec Jacques, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une très belle dynamique. C'est un marché, il faut avoir en tête sur les métriques principaux, on a fait 750 000 vélos vendus en France l'année dernière, donc ça fait un marché d'1,4 milliard, c'est un marché qui est costaud, avec une très belle croissance, il a quasiment doublé sur les 3 dernières années, avec des croissances à plus 30% en 2020-2021, qui étaient les années folles de la bascule vers le vélo à l'occasion des années Covid. Et en année 2022, une croissance qui est un peu réduite, qui est que de 12 points, mais 12 points, ça reste énorme par rapport à beaucoup de marchés et beaucoup de secteurs. Le potentiel, d'après ce que nous dit Union Sport et Cycle, qui est l'organisme qui est l'organisme de référence dans notre secteur, c'est qu'on devrait atteindre un marché de 4 milliards en 2030.
Et quand on regarde plus spécifiquement, nous, les segments qu'on adresse, donc nous, on adresse le vélo de ville avec notre Gaia vélo compact et le vélo cargo avec notre cargo. Et le segment du vélo de ville et le segment du vélo cargo sont les segments les plus dynamiques. Et le cargo, notamment, est en pleine expansion et explosion. Il a quasiment doublé l'année dernière. Et tout ça, c'est accompagné par des financements publics, un très bel alignement interministériel pour pousser le vélo, avec un plan vélo qui est de 6 milliards d'euros qui a été voté au printemps dernier. Et ce plan vélo, en fait, il a vocation à globalement aider le report modal, le développement des infrastructures, les aides à l'achat et le développement de la filière vélo. Donc le vélo a encore de très belles années devant soi avec un investissement au niveau de l'État et un investissement au niveau des collectivités. Donc c'est comme ça qu'est né Gaia dans ce contexte-là. Gaia, c'est une marque et c'est une entreprise à mission. Notre souhait, c'est de s'engager à simplifier la vie des familles urbaines en créant un nouveau concept de mobilité connectée. Donc, je vais revenir sur ces différents éléments. Le premier élément de Gaia, c'est qu'on a voulu offrir un maximum de sérénité et de simplicité. Vous l'avez vu, un frein très fort, c'est la peur de se lancer en ville à vélo. Et donc, pour ça, avec Jacques, on a co-créé un vélo qui est augmenté de fonctionnalités issues de l'univers du scooter, pour vraiment lever toutes les appréhensions liées à la conduite en ville, donner un max de sérénité, de sentiment de contrôle quand vous prenez le vélo. Et donc, c'est pour ça, vous pouvez le voir sur l'image, on voit qu'il y a le grand phare, les clignotants, une géométrie qui est une géométrie inspirée du scooter, avec un barycentre qui va être bas, un vélo qui va être très stable, très maniable. Le deuxième élément, c'est la modularité. La réalité aujourd'hui d'une famille urbaine, c'est qu'on part le matin, on a potentiellement des enfants à déposer, on va au bureau, on veut arriver dans le meilleur état possible, on a besoin d'aller faire des courses, faire du sport, etc. Et donc le vélo, en fait, doit être le véhicule de la famille qui s'adapte vraiment à ses besoins et qui s'adapte à la multiplicité des moments de sa journée. Et donc pour ça, le vélo Gaia, c'est un vélo qui permet de porter 160 kg de charge. Et on a créé un configurateur en ligne qui permet de vraiment personnaliser le vélo. Le vélo, il est livré chez vous, 100% personnalisé. Et on va adapter vraiment chaque brique, chaque composante des accessoires à votre famille propre, en fonction de l'âge de vos enfants, de combien de personnes est-ce que vous voulez emmener. La troisième composante, c'est la sécurité. On l'a vu, 1 vol par minute. C'est colossal en France. Et ça a deux impacts. Ça a un impact sur l'achat. Les gens renoncent à acheter le vélo et ça a un impact sur l'usage. Parce que beaucoup de clients, en fait, réfléchissent au fait de prendre le vélo en fonction de l'itinéraire qu'ils vont faire dans la journée. Et pour lever ce frein-là et pour rassurer nos utilisateurs, nous, on a déployé d'emblée un système de sécurisation à distance. Et donc, on a un traceur GPS qui est intégré au vélo, qui est connecté à notre app mobile, si bien que quand le vélo perçoit une suspicion de vol, en fait, une alarme va sonner. Vous aurez une notification, vous pourrez déclarer le vol, si c'est le cas, depuis votre application mobile, et le moteur du vélo s'arrête. Et donc ça, c'est un énorme élément de dissuasion, déjà, du vol, en amont. Et si le vélo venait à tête volée, il continue à être géolocalisé, le moteur ne fonctionne pas, et ça permet, du coup, de limiter la revente du vélo ou l'export du vélo, puisqu'il n'est plus utilisable. Voilà, alors sur le positionnement, comment on a positionné Gaia sur le marché? C'est vrai qu'on est sur le marché des vélos familiaux, comme Amélie vient de vous le dire. Donc, on a aujourd'hui sur le marché qui est en très forte croissance, malgré le fait que le marché total marque un peu le pas en ce moment. Donc, on a des vélos plus mass market en long tail, entrée de gamme, comme vous voyez sur, on a cité Radpower, Decathlon ou voire Intersport même maintenant. Et puis, qui jouent surtout sur l'usage. Et puis à droite, sur la partie traditionnelle vélo cargo, plutôt des vélos qu'on retrouve dans les pays alémaniques, on va dire, des produits beaucoup plus chers qui sont, comme on cite sur le tableau du bas, Terne ou Moustache, qui sont avec des composants à très forte technicité et qui sont donc des vélos en général à plus de 4 000 €. Donc ça, la partie haute, c'est vraiment la partie du schéma, c'est la partie long tail cargo. Et puis nous, on n'oublie pas aussi, pour arriver à adresser une très grosse partie du marché, ce qui correspond pour nous au compact, qui est un vélo qui peut être amené à remplacer un vélo traditionnel de ville, où là, il y a beaucoup moins de concurrents. Il y a, par exemple, Radpower aussi, qui avait mis ce produit sur le marché.
et qui nous permet d'avoir un marché applicable très grand. On a fait le choix un peu, c'est ce qu'il y a sur la gauche du diagramme, le choix d'avoir des composants qui favorisent l'usage, alors qu'à droite, on est sur des composants très techniques, un peu des approches traditionnelles du secteur cycle, qui met des composants de plus en plus sophistiqués et qui a le défaut de s'éloigner du mass market avec des produits très chers. Donc ensuite, à partir du moment où on a des produits assez agressifs en prix, ce qui est important, c'est de garantir notre structure de marge. Donc notre structure de marge, elle s'appuie sur 3 éléments. Le premier, c'est le prix du vélo lui-même, hors option. Donc on démarre entre 2 000 et 2 700 euros. Ensuite, on a une stratégie pour vendre beaucoup d'accessoires, pour arriver à faire monter le prix moyen, donc principalement des accessoires de portage pour les enfants ou des bagages. On a un taux d'équipement très important aujourd'hui, qui est de plus de 15% du prix. Et ensuite, des services. Donc, on a des applications mobiles pour la géolocalisation, des assurances qu'on vend, également des services de réparation. Et tout ça, tous ces 3 éléments, à ne pas oublier qui sont complémentaires, constituent la structure de marge de l'activité Gaïa. On a démarré l'activité, la commercialisation des vélos Gaïa l'été 2022. Donc, ça va bientôt faire 1 an et demi. Et en 1 an et demi, on a déjà réalisé plus de 6 millions d'euros de CA. En fait, on a eu une traction qui a été très forte dès le démarrage, dès le tout lancement des ventes. Donc, aujourd'hui, Gaïa, c'est quoi? C'est plus de 20 000 abonnés à notre newsletter et sur Instagram. C'est plus de 5 000 essais qu'on a fait réaliser à nos clients en direct, donc soit dans notre boutique à Paris, soit via notre réseau d'ambassadeurs. Et donc, c'est aussi 5 000 feedbacks directs qu'on a collectés nos clients. On a quasiment vendu 3 000 vélos, ce qui fait plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires à date. Et on a commencé à livrer nos premiers vélos il y a 1 an. Et depuis, nos premiers vélos ont déjà réalisé plus d'1,5 million de kilomètres. Et donc, derrière cette métrique, il y a un peu le sens de tout ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que ces vélos s'inscrivent vraiment dans le quotidien des gens, dans le quotidien des familles, qui soient utilisés. Et on voit que nos premiers vélos sont effectivement utilisés, qui le roulent et qui sont appréciés de nos clients. Si on rapporte les kilomètres réalisés en impact en termes de CO2 et d'émissions de CO2 évitées, ce serait l'équivalent de 300 tonnes de CO2 évitées si ces trajets avaient été réalisés en voiture. Ce qui nous différencie au-delà du produit, donc le produit, vous l'avez vu avec le compact et le cargo, nos 2 vélos, c'est aussi la façon dont on fait les choses. Le premier élément, c'est qu'on a fait un lancement en D2C, donc en direct au consumer. Là où en fait, la grande majorité du marché est un marché intermédiaire. Donc à peu près 75% des marques vendent via des détaillants. On a à peu près sur notre marché 20% des ventes qui sont faites via les multisports, donc Decathlon, Intersport. Et on est quelques pourcents, et parmi nous, quelques concurrents qui sont présents aujourd'hui, à vendre en direct. Et ce qu'on a voulu avec Gaïa, c'est effectivement de vendre en direct, de démarrer comme ça, pour avoir vraiment une culture client, une proximité avec nos clients dès le démarrage, créer une marque forte et communautaire dans un secteur où les approches sont un peu plus traditionnelles en termes de branding et connecter avec nos clients. Et donc, on a lancé également, dès le lancement de Gaïa, la boutique et atelier que vous voyez sur l'image à gauche, qui est basée à Paris dans le 10e, sur un axe 100% piéton du canal Saint-Martin, et le site e-commerce. On a une culture client qui est forte. Pour avoir passé 4 ans dans la tech, il y a une culture de l'itération et du feedback user qu'on met à profit dans des évolutions des plateformes digitales qu'on a voulu reproduire sur les modes de fonctionnement, sur le hardware, sur le vélo. Et donc concrètement, dès la conception du produit, on a interrogé déjà plus de 50 personnes en préconception sur nos prototypes pour avoir énormément de retours. On fait faire des essais à la boutique et via notre réseau d'ambassadeurs qui nous permettent d'avoir énormément de retours aussi. Et ça permet, dans la collaboration avec le pôle de Jacques, de faire évoluer le vélo de façon très, très rapide. Si bien que entre les pré-séries qu'on a présentées en juin 2022 et la version qu'on présente et qu'on livre en ce moment, on a déjà fait 4 évolutions de modèles. Donc c'est énorme, c'est très, très rapide pour notre industrie. On fait preuve de beaucoup d'agilité et de pragmatisme pour justement être au plus proche des besoins utilisateurs, fiabiliser, améliorer le vélo en permanence. Et par ailleurs, sur l'approche industrielle, on a aussi une approche
où, contrairement à certaines marques dont vous avez peut-être entendu parler, comme Angel, comme Cowboy ou comme VanMoof, nous, on a fait le choix de s'appuyer sur des solutions qui étaient préexistantes, des solutions robustes du marché, et de ne pas redévelopper par nous-mêmes chaque pièce du vélo ou tout le système digital embarqué. Ce qui fait qu'on bénéficie à la fois du savoir-faire de ces équipementiers, qui sont des équipementiers reconnus, et on bénéficie aussi d'économies d'échelle sur les achats de ces pièces, parce que forcément, quand vous faites réaliser une pièce pour un lot de 500 vélos à titre personnel, ça va vous coûter beaucoup plus cher que si vous achetez une pièce disponible sur le marché qui a un beaucoup plus gros marché. Sur l'équipe, donc vous nous avez vus tous les deux. On a démarré en ayant des jolis profils qui nous ont rejoints. Donc moi, je vais parler plus de la partie business avec Mathieu et Lucie, qui sont les deux piliers sur la partie marketing, expérience client digitale et vente, et qui sont des deux profils qui ont plusieurs années d'expérience dans des très très belles startups et scale-up françaises. Et Jacques sur la partie, et sur la partie technique industrielle, donc sur la partie développement, innovation, je m'en charge avec Justine qui s'occupe du produit développement, qui est ex-Zoov. On a également, qui ne figure pas ici, des contacts chefs de projet qui nous aident en Asie pour le sourcing. On a également sur la partie logistique Nicolas qui travaille avec nous sur les process et toute la partie logistique, parce qu'on a un flux assez particulier, le fait de faire du D2C. Et puis, on va accueillir prochainement Quentin, qui a une expérience chez 15 et qui va nous rejoindre en janvier. Tout ça également s'appuie sur le fait que depuis le mois de novembre, on assemble nos vélos en France. Donc, la première partie de notre activité, on a assemblé en Europe de l'Est. Et aujourd'hui, pour des questions de disponibilité de sites de production, alors qu'on a lancé ça pendant la période Covid. Donc là, on est dans des phases d'homogénéisation, de réduction de coûts, et donc on a transféré notre production en Vendée depuis un peu plus d'un mois maintenant, ce qui nous permet d'avoir un circuit plus court et de maîtriser mieux nos coûts logistiques. Et donc l'équipe aujourd'hui, l'équipe est staffée à la fois pour faire l'amorçage qu'on vient de réaliser et avoir une croissance aussi forte sur ces premiers mois, parce que ce sont des profils qui sont expérimentés et des vrais piliers pour aborder la phase de scale et d'accélération qui viendra par la suite. Il y a d'autres personnes qui ne figurent pas ici. On a un total d'environ 20 personnes qui travaillent pour nous aujourd'hui. C'est ça. Aujourd'hui, Gaïa, on a une forte ambition de croissance et de relocalisation de la production. Donc, forte ambition de croissance, vous voyez nos chiffres d'affaires projetés sur les prochaines années avec deux axes clés. Le premier axe, c'est de continuer à déployer Gaïa sur la France via le D2C, mais aussi l'ouverture au marché intermédiaire. Et le deuxième axe, c'est de distribuer Gaïa en dehors de nos frontières, puisque aujourd'hui, on a des demandes assez fréquentes de clients qui sont en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en Italie, et qui nous demandent des vélos Gaïa. Donc, il faut qu'on se structure pour pouvoir adresser ces marchés-là. En parallèle, on travaille aussi sur une nouvelle gamme qui viendra remplacer progressivement la gamme actuelle de vélos à partir de l'année prochaine. Et pour compléter, on a aussi une forte ambition sur la partie industrielle. Je te laisse développer, Jacques. Oui, sur la partie industrielle, on est assez attaché à relocaliser proche de nos clients les éléments à plus forte valeur ajoutée que sont le cadre et la batterie. Donc, on travaille dans le cadre du plan vélo également pour arriver à voir ces produits fabriqués en France à court terme. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on lance notre levée de fonds participative avec l'ITA et globalement un tour de financement. L'idée au global du tour, c'est d'aller chercher 3 millions d'euros pour accélérer, pour relocaliser et atteindre notre break-even, donc notre point de rentabilité. Voilà. Et on est à votre disposition si vous avez des questions. Super, merci à vous deux pour cette présentation très détaillée. Voilà, nous, on est ravis chez l'ITA de faire partie de l'écosystème qui gravite autour de Gaïa et de permettre à nos investisseurs d'entrer au capital et de porter le projet avec vous. Donc, effectivement, on a déjà quelques questions qui ont été posées, enfin plusieurs même. Merci à tous pour votre intérêt. J'ai
essayer rapidement de les regrouper un petit peu par thématique. Donc voilà, Amélie et Jacques, je vous propose de les poser à haute voix et puis vous y répondez, comme ça simplifiera pour le replay. Alors déjà, peut-être une première question pour introduire, Jacques, tu en as parlé un petit peu à la fin, au niveau du contexte réglementaire qui mérite peut-être d'être présenté dans votre cas où il est très favorable. Donc, quel est le contexte politique aujourd'hui et la réglementation en faveur des vélos électriques en France? Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots là-dessus? Ça, du coup, on en a parlé rapidement au début, donc contexte ultra favorable. On a 4 ministres qui travaillent main dans la main pour pousser le vélo en France, avec, dans le cadre du plan vélo, une forte ambition de report modal de la voiture sur le vélo dans les métropoles et au niveau national. Il y a plusieurs axes avec donc le développement des infrastructures. On le sait, dans les villes comme Strasbourg qui ont déployé des infrastructures très en amont, la part des trajets faits à vélo est nettement supérieure, donc ça donne de très bons exemples au niveau national. Donc, développement des infrastructures, qui est le premier point, aide à l'achat, qui est deuxième point, au niveau des collectivités et au niveau national. Et le troisième élément, c'est vraiment le soutien de la filière industrielle du vélo, avec de l'investissement sur le volet industriel pour générer de l'emploi et assembler de plus en plus de vélos en France, sachant que l'objectif, c'est de passer à peu près 800 000 à plus d'1 million de vélos, 1,4 million, il me semble, cette année, assemblés en France. Donc ça, c'est les éléments réglementaires qui sont donc très propices à l'essor du vélo. Super, merci. Une question plutôt donc marketing sur votre stratégie d'acquisition client. Si vous pouvez nous dire quelques mots sur votre stratégie aujourd'hui là-dessus. Oui, bien sûr. Donc sur la partie stratégie d'acquisition client, le premier point, c'est déjà de créer une marque, une vraie marque, une marque forte, une marque communautaire. On a une approche sur 2 types de médias, du paid, avec une présence en SIA et une présence en investissement aussi sur les réseaux sociaux en ads. Ça, c'est la première brique. Et on travaille évidemment l'organique, donc le non-paid, où on travaille plusieurs axes sur l'organique, la notoriété de la marque via les relations presse, que ce soit la presse nationale, la presse spécialisée ou la presse lifestyle, et l'influence pour avoir des prescripteurs qui recommandent Gaïa. Et en complément de ça, on a évidemment un fort soutien du bouche à oreille, puisque finalement, nos meilleurs vendeurs sont les parents, et notamment à la sortie d'école, puisque notre produit est notre premier levier d'acquisition, on le voit, et ça permet de générer des discussions et d'avoir ce bouche à oreille, et du coup d'avoir de la recommandation au sein de nos clients. Voilà. Super, merci Amélie. Plutôt donc maintenant sur la partie IT, donc on avait 2 questions. Donc la première c'était est-ce que le client doit-il s'abonner à l'application pour bénéficier de la géolocalisation? La deuxième question c'était donc les aspects logiciels de votre vélo, gestion de la motorisation, géolocalisation, anti-vol, sont-ils développés par vos soins ou cela repose-t-il sur un tiers développant cette brique? Alors, assez simple sur cette question-là. Donc, sur la partie géolocalisation, on s'appuie sur une solution d'un acteur qui s'appelle Velco, qui est un acteur nantais, qui est avec nous dans l'aventure depuis le démarrage de Gaïa, et on les aime beaucoup. Et Velco, en fait, équipe déjà tous les Véligo à Paris, notamment. Donc, solution super robuste, bien éprouvée avant qu'on démarre. Et c'est eux qui nous mettent à disposition le soft de l'application. Voilà, et c'est un produit qu'on fait évoluer également parce que c'est pour une application plus B2C. Alors que les applications flotte, elles sont légèrement différentes. Donc, nous, on a beaucoup plus de retours sur l'utilisation client. Ensuite, pour s'abonner, pour en bénéficier, on commercialise le vélo avec 1 an d'abonnement inclus dans le prix du vélo. Et à l'issue de la première année, le client a le choix de continuer pour bénéficier des services ou de s'arrêter. Ok, très bien. Merci pour ces éléments. Sur la thématique, donc plutôt impact, donc on avait une question qui demandait quels seront les indicateurs d'impact mesurés à l'issue de la levée de fonds, et une deuxième question sur la stratégie de fin de vie de vos vélos. Donc est-ce qu'il y a du recyclage, du reconditionnement notamment? Donc les indicateurs d'impact, c'est des indicateurs évidemment de recrutement, ça c'est le premier élément. Comment est-ce qu'on arrive à générer et développer l'emploi en local? Premier point. Le deuxième élément qu'on regarde, nous, beaucoup, c'est le nombre de kilomètres réalisés par nos vélos. Et donc ça, on a des éléments, notamment de l'ADEME chiffrés, très concrets, sur les émissions de CO2 par kilomètre pour chaque type de véhicule.
et on le calcule en projeté par rapport au delta sur un usage en voiture. Et l'étape d'après, si on veut aller encore plus loin et être encore plus précis dans la mesure, ce sera d'aller questionner nos clients sur le report modal effectif, d'où ils viennent, donc comprendre s'ils viennent plutôt de la marche à pied, de la voiture, de la moto, du scooter électrique ou des transports en commun, pour pouvoir affiner cette mesure-là d'impact. Et ensuite, sur les questions que vous avez posées sur la recyclabilité et réparabilité, on est actuellement, on travaille sur 2 choses dont la marque est toute jeune. Le premier, c'est la réparabilité des batteries, sur laquelle on travaille déjà. Et ensuite, sur la réutilisation, on est en train de développer des partenariats pour gérer la seconde vie du vélo et donc la remise en état dans le but de la commercialisation sur seconde vie, en gros, d'un programme Gaïa Occasion Récente pour permettre de gérer correctement la seconde vie de nos vélos. Sachant qu'on a beaucoup de clients qui viennent nous voir et qui nous disent, voilà, typiquement aujourd'hui j'achète le vélo compact, j'ai un enfant, j'en ai peut-être un deuxième en projet d'ici 1 à 2 ans, est-ce que je pourrais vous acheter un cargo à ce moment-là? Donc ce cas d'usage nous est assez couramment remonté, et réciproquement des gens qui nous disent, bon j'achète un cargo aujourd'hui, je mets les 2 enfants à l'arrière, mais le grand va peut-être être un peu grand d'ici 2-3 ans pour continuer à monter sur le cargo. Ce sera intéressant pour nous de rebasculer sur le compact. Est-ce que vous pourrez nous faire une offre? Donc, ça fait partie des réflexions, du coup, en termes de création d'offres qu'on a avec tout le pendant sur les opérations, puisque évidemment, ça nécessite de reconditionner les vélos, d'avoir les compétences, d'avoir l'espace, les pièces pour faire ça correctement. Donc, c'est un travail de fond qu'on mène en parallèle, et c'est un dossier qui est en ce moment à l'étude chez Gaïa. Ça, c'est quelque chose d'important pour nous, pour nos clients, qui a trait à la valeur de la marque et donc la valeur de l'entreprise, que les vélos en seconde vie aient une valeur qui soit contrôlée et pour permettre de développer la valeur de l'entreprise en général. Sur la partie plutôt chaîne de valeur, production, on avait quelques questions à ce sujet. Donc une première qui demandait si vous pouviez parler un petit peu de votre chaîne de valeur. Je pense que ça répondra à une question de Stéphane, il me semble, sur la production des vélos en Chine. Donc il demandait si les vélos sont-ils produits en Chine. Et on avait une autre question au sujet du stock. Donc est-ce qu'il y a un stock où la production est à la demande? Voilà, alors sur la chaîne de valeur production, comme vous l'a dit, nous, on est sur un plan qui est sur 5 années jusqu'à 2026. Au début, on commençait donc les cadres aujourd'hui sont fabriqués en Asie, donc en Chine, comme 90% des cadres aujourd'hui vendus en France. C'est quelque chose qui fait partie d'un plan de développement. Donc la première chose, ça a été de rapatrier l'assemblage des vélos en France. Donc on a les pièces sensibles qui sont assemblé en France, et l'IoT qui est un élément très important du vélo, qui est fabriqué à Nantes. Donc c'est une des 3 éléments les plus importants en chaîne de valeur sur le vélo. Comme on vous l'a montré tout à l'heure, on travaille aujourd'hui pour mettre en place à un horizon de 2 ans la fabrication des batteries en France et leur réparabilité. Et un autre point qui est important, sur lequel on travaille avec le ministère de l'Industrie aussi, pour remettre la fabrication des cadres en aluminium en France. Donc, par rapport à votre question, c'est un processus de rapprochement, on va dire, et de relocalisation continue qui va intervenir jusqu'à 2026 pour avoir une chaîne de valeur sur au moins les 3 composants principaux, qui sont l'IoT, la batterie et le cadre, en France, à l'échéance par rapport à la question posée par Stéphane. Ensuite, sur le stock ou la production, un peu victime de notre succès, on avait prévu d'avoir des stocks disponibles à la vente, mais bon, le marketing et le commerce ont fait trop bien leur travail, et pour l'instant, on n'a pas encore de stock disponible en France, parce que le niveau de vente est supérieur à nos prévisions, et donc notre objectif, c'est quand même d'avoir un minimum de stock pour arriver à pouvoir livrer dans des très courts délais nos clients. Donc, on travaille là-dessus aujourd'hui pour avoir au printemps prochain des stocks disponibles. Donc, aujourd'hui, on livre, le stock est vendu avant d'être produit. Ce n'est pas un choix, parce que pour améliorer la satisfaction client, on a besoin d'avoir un minimum de stock disponible. Et peut-être pour rebondir sur cette question-là, parce que je sais que c'est un point d'interrogation majeur des gens qui peuvent lire des articles sur le secteur du vélo.
En fait, le secteur du vélo a connu un gros boom en 2020-2021 et les acteurs présents à cette époque, ce qui n'était pas encore notre cas, ont fait d'énormes commandes, notamment parce qu'ils ont eu des difficultés à se faire livrer. Donc, les marques à se faire livrer leurs composants pour créer leurs vélos et les détaillants à se faire livrer des vélos de la part des marques parce que les marques avaient elles-mêmes pas beaucoup de stock disponible. Donc, il y a eu des commandes qui ont été très élevées. Et en 2022, la croissance a ralenti. Donc, on est passé d'un plus 30 à plus 12. Mais pour ceux qui avaient projeté une croissance à plus 12, beaucoup d'acteurs se sont retrouvés avec énormément de stock. Énormément de stock qui a pu étouffer un peu leur trésorerie ou qui a pu générer du coup des problématiques en termes de mode de fonctionnement. Nous, on a démarré en 2021 le projet, on a démarré la commercialisation en 2022 et donc jusqu'à présent, on n'a jamais eu de stock chez Gaïa. 100% des vélos, comme l'a évoqué Jacques, ont été vendus avant même d'être produits. Donc, le contexte a fait et notre montée en gamme aussi, notre montée en puissance a fait que à date, on n'a pas de stock et du coup, on ne se retrouve pas dans cette situation à être un peu coincé comme d'autres acteurs du marché par un stock prépondérant et qui étoufferait notre réseau. Merci à vous deux pour vos réponses. Maintenant, donc, il y a eu quelques questions plutôt donc, sur la partie vente, partie financière. Une première de Serge, déjà qui vous félicitait pour ce produit bien pensé en tout point. Et donc Serge demandait quelle est la part de votre chiffre d'affaires liée aux ventes en boutique et comment la voyez-vous évoluer par rapport aux ventes digitales? Alors en fait, nos ventes en boutique, en fait, merci Serge déjà pour le feedback, c'est chouette. La part des ventes en boutique, en fait, les ventes en boutique sont vendues en ligne, c'est-à-dire que la boutique nous sert juste de faire essayer le produit. Mais effectivement, au début, la majorité de nos clients, quand on a démarré au tout démarrage, hein, évidemment, étaient plutôt des résidents du quart nord-est parisien qui passaient. Et si je prends l'exemple, la situation a énormément évolué avec deux éléments qui ont contribué à cette évolution. La première, c'est qu'on a mis en place un système d'ambassadeurs qui sont du coup des représentants de Gaïa dans 7 villes de France et qui font tester les vélos. Vous pouvez réserver un essai sur le site de Gaïa et du coup faire un essai d'une demi-heure. On vous présente le vélo, on vous le met en main. Et ça a été un premier élément qui a contribué à une dimension plus nationale de Gaïa. Et le deuxième élément, c'est évidemment tout le travail sur la notoriété de la marque. Ce qui fait que quand on regarde les chiffres en septembre, donc là, il y a quelques mois qui était notre plus gros mois. En septembre, on a fait plus d'1 million d'euros de vente. Et sur ce 1 million d'euros de vente, on en avait plus de la moitié qui n'étaient pas liés à Paris et la région parisienne, qui étaient vraiment en province, dans des villes soit où on avait des ambassadeurs, soit même des villes où on n'avait pas d'ambassadeurs. Et c'est monté jusqu'à 15 points de pur e-commerce sans présence de physique de Gaïa. Voilà. Ok, super. Et justement, ça va dans la continuité. Une question de Louise qui demandait si vous prévoyez de diversifier les moyens de vente et de distribution à plutôt moyen terme pour le coup. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des infos là-dessus. Effectivement. Donc aujourd'hui, on a ce mode de fonctionnement avec la boutique et les ambassadeurs qui permettent de tester les Gaïa. On a le site e-commerce qui permet aussi du coup de finaliser l'achat. Qu'on soit passé par un essai ou qu'on ne soit pas passé par un essai, aujourd'hui, on a à peu près une vente sur deux qui passe par un essai et qu'on peut tracer. L'idée, l'année prochaine, c'est d'accélérer la distribution sur la France en pérennisant ce mode de fonctionnement et en ajoutant en plus un canal de distribution via des détaillants qu'on choisira l'année prochaine et qui ont envie de travailler avec la marque. Et donc ça nous permettra d'accélérer notre déploiement. Super, merci Amélie. Et on avait une autre question de Stéphane qui demandait comment vous comptez maîtriser les coûts. Alors, pour la maîtrise des coûts, il y a plusieurs éléments. Ça dépend de quel coût on parle. Il y a les coûts amont qui sont les coûts, on va dire, d'acquisition client, d'acquisition marketing. Et donc, sur ce volet-là, on a la chance d'avoir des gens très expérimentés dans l'équipe. Donc, on suit vraiment notre funnel d'acquisition, notre funnel de conversion sur le site. Et aujourd'hui, on a un coût d'acquisition qui est à moins de 125 €, ce qui représente 6% du CA, ce qui est très faible pour une marque comme la nôtre.
Premier élément. Le deuxième élément, c'est les coûts liés à la fabrication. Donc, approvisionnement, c'est le coût de ce qu'on appelle la nomenclature et de la fabrication. Et sur cette partie-là, Jacques, je te laisse étayer ce qu'on a déjà mis en place. Voilà, alors c'est vrai que sur le coût de production, le coût d'achat, il y a deux choses. Une première, c'est on commence à bénéficier d'effets volume sur ce qu'on produit, parce qu'au début, les premières productions qu'on a lancées, il n'y avait que 400 vélos. Là, sur cette année, on est à un peu plus de 3000 vélos, donc on a multiplié quasiment par 9 la quantité. Donc, on commence à avoir un impact sur les coûts. Après, sur la conception, on commence à intégrer certaines fonctions pour faire baisser le coût de nomenclature. Et puis, aussi, une chose à pas négliger, c'est les coûts logistiques. Donc, on a mis en place une chaîne de production et d'assemblage qui est plus compacte que ce qu'on avait l'année dernière. Donc, un gros travail aussi sur les coûts logistiques. On est un peu aidé par le fait qu'il y a une baisse de l'activité dans l'univers du vélo, comme Amélie le disait tout à l'heure. Et donc, les coûts logistiques sont aussi à la baisse, parce que l'activité en Asie baisse également pour la fourniture de certains composants. Et après, la troisième brique, donc ça nous permet de descendre jusqu'à la marge contributive. Et la troisième brique, c'est les coûts fixes. Et donc, on est dans un contexte où nous, on a investi au démarrage, comme vous l'avez vu, dans une équipe pour pouvoir couvrir en fait l'ensemble des métiers de Gaïa, donc de la création de la marque à la commercialisation, toute la partie digitale, le site e-commerce, gestion de l'app mobile, gestion du service client, du SAV, la conception, la logistique et la production. Donc ça, forcément, ça demande un certain nombre de talents et de personnes pour pouvoir prendre ces sujets-là. Donc, on est sur un modèle, en fait, où on a dû staffer et investir dans des ressources au démarrage de façon assez significative par rapport à notre chiffre d'affaires. Mais le poids de la masse salariale dans le chiffre d'affaires global de Gaïa, le poids relatif va évidemment baisser puisqu'on n'a pas besoin de multiplier par 2 l'équipe pour faire le chiffre de l'année prochaine. Et donc, la maîtrise des coûts, elle passe par cet élément-là. Donc, sur nos charges fixes, donc sur nos charges de ressources humaines et sur nos charges de bâtiment également. On a des bureaux aujourd'hui, on a une boutique comme on l'avait évoqué. Ce n'est pas des coûts qui sont amenés à être multipliés à la hauteur de la croissance de la top line. Et on a également quelque chose qu'on connaît dans beaucoup de marques de vélo et duquel on a essayé de s'affranchir, c'est on a une stratégie de marque qui est quasiment monoproduit, puisque le compact et le cargo sont la même base avec des longueurs différentes. Et donc ça permet de baisser fortement le coût des stocks, puisqu'on a une gamme, je disais quasiment monoproduit. Dans l'univers de concurrence du vélo, c'est un peu proche de ce que fait Brompton, par exemple, où on a une offre monoproduit qui permet de baisser les coûts de développement et surtout les coûts de financement de stock, puisqu'on n'a pas, comme la plupart des autres marques, des gammes à 15, 20 modèles différents. Donc, une stratégie monoproduit très focus sur la cible qui permet d'éviter de se disperser, d'avoir des coûts de financement de stock inutiles. Et donc, si on finalise plutôt sur la partie levée de fonds en particulier, on a eu une question de Mathias qui a été assez plébiscitée, donc qui demandait qu'est-ce que va financer cette levée de fonds, si vous en avez un petit peu parlé aussi, et aussi quelle sortie envisageable pour les investisseurs, si vous avez déjà identifié quelques scénarios de sortie à terme. Donc, du coup, sur cet élément-là, il y a plusieurs éléments de réponse. Qu'est-ce que va financer la levée ? La levée, elle va financer la croissance. Nous, notre objectif, c'est d'être à l'équilibre fin 2024, début 2025 et d'être capable de s'autofinancer après. Donc, financer la croissance et financer la R&D. Jacques l'a évoqué, on a des sujets de R&D assez conséquents, notamment sur le développement de la nouvelle gamme, sur la conception, le développement d'un nouveau cadre, le travail sur la batterie. Donc, cette levée de fonds, elle vient alimenter ces 2 grands chantiers, croissance et R&D. C'est le premier point sur la réponse. Et quelle sortie envisageable pour les investisseurs ? Donc, là-dessus, il y a plusieurs scénarios potentiels. Il y a un premier scénario qui pourrait être que nous, on refasse une levée de fonds pour aller investir dans soit des capacités de production ou de distribution en propre. Donc, ça, c'est une première possibilité une fois qu'on est à l'équilibre. La deuxième possibilité, c'est une sortie du type rachat par un grand acteur du vélo comme Pone, comme Axel, par exemple.
Super. Merci Amélie. Bien écoutez, est-ce qu'on a encore d'autres questions? Autrement, on va pouvoir clôturer ce live, à savoir donc que vous allez avoir, pour les personnes inscrites sur l'ITA avec un compte validé, donc il y aura un dossier d'investissement disponible qui résulte donc de l'analyse que l'ITA a faite de Gaïa. Pour vous dire un petit peu aussi en termes de calendrier, donc le passage en collecte est prévu pour très bientôt. Donc pour ceux qui ont déposé une intention d'investissement, vous recevrez un mail vous informant de l'ouverture des souscriptions en priorité. Donc il faudra être assez réactif parce qu'on a enregistré un montant important d'intention d'investissement. Et donc il s'agit bien d'un investissement en action qui est éligible à une réduction d'impôt. Voilà, donc en tout cas, si vous avez des questions vraiment liées à l'investissement pur, aux avantages fiscaux, financiers, je vous redirigerai vers notre équipe. Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site de l'ITA avec un conseiller qui pourra vous aiguiller en fonction de votre situation. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter. Il y a aussi un onglet questions sur la page de Gaïa sur l'ITA si vous avez d'autres questions à l'avenir, mais a priori le dossier d'investissement répondra à beaucoup de vos questions, voilà, si vous allez au bout du parcours d'inscription. Et ben alors peut-être une dernière question donc de Luc qui dit super design, on a hâte d'essayer le vélo, est-ce qu'il est adapté au dénivelé du Pays Basque et est-ce que vous avez un investisseur ici? Ambassadeur, pardon. Au niveau du Pays Basque, oui, le vélo monte même les côtes, les points hauts de Paris, les points hauts de Lyon. Il a été testé avec 2 enfants chargés, etc. Donc le vélo grimpe, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on a un ambassadeur ici? Non, pour l'instant, on n'a pas d'ambassadeur dans le Pays Basque. Si, à toi quand tu es en vacances. J'en rêve. Mais par contre, on a déjà des vélos sur la côte. On a déjà des vélos entre Anglette et Saint-Jean. Voilà, avec certains de nos clients qui nous ont envoyé des photos sympas. Donc ça viendra un jour, Luc. Soyez patient. Super. Et peut-être en conclusion aussi, voilà, nous on reste disponibles si certains d'entre vous veulent un échange en direct avec nous dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à passer par l'équipe de l'ITA pour nous demander un rendez-vous, qu'on fera avec plaisir. Parfait. Et donc voilà, pour je vois des questions sur les enjeux de valorisation, etc. C'est des infos donc confidentielles que vous pouvez avoir seulement en fonction de votre niveau d'inscription sur l'ITA et on ne peut pas le dire dans ce type d'événement. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous ultérieurement. Voilà, donc merci Amélie et Jacques de votre présence aujourd'hui, d'avoir répondu aux questions. C'était un plaisir. J'espère que tout le monde repart avec plus d'infos sur Gaïa et que ça vous a convaincu d'entrer au capital via l'ITA. Et donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin de creuser. Merci à tous. Merci. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.